Il est 11h30. Bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer cette dernière session de la matinée dans cette salle. Alors, hop, normalement, le partage est bon. Vous devez avoir le son. Et voici le titre de cette session. Donc, pendant 1 heure, je vais vous parler. Voilà, désolé, hop, j'avais le retour dans le casque. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Entraîner, interpréter, déployer vos algorithmes de machine learning avec un outil qui est le SDK Python Azure ML. Alors, pas forcément un outil très connu, mais justement, l'objectif, c'est que voilà, je passe 1 heure à vous décrire vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui une stratégie de MLOps et comment on va l'appliquer concrètement avec cet outil, donc comme son nom l'indique, hein, qui fait partie de l'environnement Microsoft et encore plus du cloud public Azure. Alors, pour me présenter rapidement, je suis donc Paul Péton et j'appartiens à la société Azeo qui elle-même appartient maintenant à la société Avanade. Ça, je vais vous montrer ça juste après. Je suis MVP Microsoft. Alors, j'ai le t-shirt Microsoft, je ne suis pas salarié Microsoft, hein, mais je suis, on va dire, animateur des communautés autour de l'intelligence artificielle et de la data platform, donc sur particulièrement sur Nantes, à l'époque où on pouvait faire des meet-up par exemple physiques, aujourd'hui beaucoup sur les sessions online. Euh, je suis de formation statisticien ou data miner comme on disait, alors le terme de data scientist est arrivé un peu plus tard et on va justement voir si on s'adresse aujourd'hui au travers de cette heure de présentation plutôt au data scientist ou plutôt au data engineer. J'ai un GitHub alors qui va retrouver, vous allez pouvoir retrouver tout le code que je vais montrer au cours de cette démonstration. C'est toujours la difficulté quand on présente du code sur ce genre de session. C'est écrit tout petit, on n'a pas le temps de voir, enfin, on aimerait le tester par soi-même. Donc voilà, plutôt que moi d'alterner en plus entre des écrans, de vous faire des démos, on va dire live, mais qui peuvent prendre du temps, j'ai pris le parti de copier-coller des exemples de code à l'intérieur de cette présentation et tout est disponible sur le GitHub. Vous pouvez récupérer ce code, il attaque des jeux de données qui sont open source. Et voilà, ça vous permettra de reproduire par la suite ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes plutôt, vous, en tant qu'auditoire, plutôt côté data scientist ou data engineer? Alors, malheureusement, difficile aujourd'hui de vous faire lever la main, par exemple, pour le savoir, mais voilà. Pensez bien que, en tout cas, au travers de cette conférence, on va justement essayer de gommer les différences entre ces deux profils et de trouver un terrain d'entente. Si je devais vraiment caricaturer, jusqu'à présent, on pouvait avoir l'image des data scientists qui font tourner leurs algorithmes sur leur laptop et des data engineers qui vont ensuite pester contre le code qui est absolument impossible de passer à l'échelle ou de déployer dans des conditions d'industrialisation. On va essayer de trouver un terrain d'entente et on va justement travailler avec le SDK, avec des packages Python pour aider à ça. Donc j'appartiens à la société Azeo qui dispose d'une agence sur Nantes. Voici les différents domaines d'intervention. Il n'y a pas que de la data et de l'intelligence artificielle. Plus particulièrement sur voilà, cette practice data et intelligence artificielle, voici quelques idées de ce qu'on peut réaliser. Et vous avez peut-être suivi la nouveauté si vous vous intéressez un peu à l'écosystème Microsoft. Nous faisons maintenant partie d'Avanade, qui est également présent sur Nantes. Alors voici l'agenda de cette présentation, 3/4 d'heure à peu près hein, de présentation avec ces démos intégrées et dernier quart d'heure voilà, où je pourrai prendre toutes vos questions, poser vos questions dans le chat. On a Laurent là, qui est là pour s'occuper de la salle virtuelle et me refaire part de vos questions et moi je garde le dernier quart d'heure pour toute cette partie-là. Donc, première introduction, hein, pourquoi on va quand même poser ici l'objectif, hein, pourquoi industrialiser du machine learning? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot qui bourdonne, hein, ce MLOps? Qu'est-ce que ça, sur quoi ça repose concrètement? Est-ce que c'est pas une énième variation de DevOps? Donc non, il y a effectivement des choses là-dedans, il y a une méthodologie, et c'est ce que je vais vous présenter. L'outil qui me permettra de l'appliquer dans le cloud Azure, qui est ce SDK Python, Azure ML.
Quelques scénarios un petit peu plus poussés où je vous parlerai de workflow, de grid search, de pipeline. On reviendra sur tout ce qu'apportent ces éléments-là. Et une petite partie 4, alors très rapide, mais un peu en ouverture sur tout ce qu'on peut faire, parce qu'on va, vous allez voir, gagner beaucoup de temps à travailler dans cette approche MLOps sur le portail Azure. Si jamais voilà, vous êtes, si vous êtes trompé de porte, mais bon, c'est plus compliqué sur les salles en version numérique. Mais en tout cas, voilà, j'imagine que vous avez sûrement des bases sur la data et peut-être aussi sur l'apprentissage automatique. Mais rapidement, quelques définitions. Le machine learning, hein, c'est bien l'objectif de produire des programmes sans qu'ils ne soient explicitement programmés. Et si on mettait ça sous forme de schéma, on pourrait dire que dans le paradigme classique de développement, on a à la fois des data en entrée et un développeur, une développeuse qui écrit un programme afin d'obtenir un résultat de sortie. Quand on renverse ce paradigme dans le machine learning, puisqu'on a à la fois des données toujours en entrée, mais aussi des exemples de sortie. Hein. L'output que vous voyez là, c'est, on va dire, c'est regarder le passé pour mieux prédire l'avenir. C'est des résultats de sortie qu'on a eus par le passé, ce qu'on cherche en fait à modéliser, et le programme va être écrit automatiquement par le machine learning. Alors attention, le machine learning ne va pas vous faire le code complet, ou ça va être des intelligences artificielles dans quelques temps, mais on va coder nous autour de certaines méthodes qui seront capables justement de s'entraîner pour réussir cette permutation entre l'entrée et la sortie. Dans les familles du machine learning, hein, on a, pour le dire de manière assez rapide, on a le machine learning dit supervisé. Le machine learning supervisé, c'est celui-ci qui va nous intéresser là dans notre approche MLOps. C'est l'objectif d'avoir, enfin, on se fixe un objectif, une target, comme on dit, une cible, une donnée en particulier qui est plus importante à modéliser. Ça peut être le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça peut être le taux de panne sur des machines connectées, ça peut être ici, si un patient, vous allez voir quand on utilise un exemple de données médicales, si un patient est malade ou non. Donc toutes ces données-là, on a cette idée de variable cible. Parce qu'on a cette idée de variable cible, on aura des variables qu'on appellera explicatives qui vont rentrer dans le modèle. Et on va, par exemple, faire un modèle tout simple, c'est ce qu'on appelle une régression. Si je vous dis y égale ax plus b, ça vous rappelle sûrement alors j'espère bons souvenirs de cours de maths, mais voilà, c'est par exemple le modèle le plus simple de régression. On a le y c'est cette fameuse cible. Régression, c'est pour prédire une cible qui est numérique, classification pour prédire une cible qui est catégorielle, voire binaire dans le cas le plus simple, du vrai ou du faux. Ça, c'est le supervisé, et on va s'intéresser à ça parce que c'est vraiment ici qu'on va trouver notre terrain de jeu pour le MLOps. Souvenez-vous que le machine learning, c'est aussi du non supervisé, et c'est vraiment un point important de découverte de la donnée. Autant le supervisé va plutôt être principalement comme dans une approche prédictive. On peut faire du prédictif aussi avec le non supervisé, mais dans un premier temps, c'est vraiment le but de comprendre, de catégoriser, comme vous voyez là sur le petit schéma, du bleu, du vert, du rouge. Ces trois catégories ne sont pas connues a priori, hein. Elles sont vraiment découvertes par la machine. Et l'apprentissage par renforcement, dernier élément, sur l'apprentissage par renforcement, puisque là on est encore sur une autre approche, voilà, où on va fonctionner par étapes. Voilà, c'est tout un domaine à part, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de cette approche. Toujours en rappel rapide, hein, avant de démarrer, vraiment pour le coup cette approche MLOps, quand on a une approche de data science autour de l'apprentissage, on va passer par des étapes successives, mais qui sont aussi une itération complète, hein, puisqu'on va entraîner un modèle, on va ensuite le packager, c'est-à-dire alors je reviendrai plus en détail sur ce qu'on va faire concrètement à cette étape-là, mais on va en faire une sorte de livrable. Il va falloir valider aussi ce livrable, ce modèle, parce que c'est ce qui va ensuite être déployé, sous-entendu déployé en production. Je vous rappelle que tout l'objectif finalement de cette conférence, c'est de quitter le laptop où on réalise notre data science, nos entraînements de machine learning, pour le passer à l'échelle de l'entreprise. Et bien sûr, il y a du monitoring qui s'inclut là-dedans, mais je reviendrai un petit peu justement sur les pistes qu'on a maintenant de monitoring plus avancées. Cet entraînement, OK, on l'a fait à une époque donnée sur un jeu de données, avec les données telles qu'elles étaient à cet instant-là. Peut-être qu'on méritera de refaire un entraînement et de refaire à nouveau toute la chaîne de déploiement. Donc, le réentraînement, hein, on va définir des périodes auxquelles on va le faire. Alors attention, cette période, c'est pas toutes les 30 secondes, hein, par exemple. C'est peut-être une fois, si déjà vous le faites une fois par semaine sur des gros modèles, ça va quand même déjà avoir un coût. Et puis, ça sera peut-être pas plus efficace de le faire tous les matins, toutes les nuits.
Donc, pour faire ce réentraînement, on aura différents outils un petit peu plus avancés. Alors, ça ne va pas être le sujet même de cette heure qu'on passe ensemble, mais ce sont aussi des sujets connexes, l'automated machine learning, le tuning d'hyperparamètres. Je vous donnerai quelques pistes dans le SDK pour aller voir ce code-là. Et à nouveau, sur mon GitHub, vous trouverez sur le repo, vous trouverez des exemples. Si on devait maintenant résumer un projet data en 4 étapes relativement simples, ingestion, stockage, compute et partie exposition, hein, enfin consommation des rapports. J'ai juste demandé, Laurent, j'ai un petit doute sur le fait que mon incrustation de vidéo soit au-dessus du PowerPoint. Est-ce que c'est possible de me confirmer que ça ne gêne pas la lecture des diapos? Voilà, ou est-ce qu'il vaut mieux que je vais la masquer carrément. Hop, voilà, comme ça, il n'y a au moins pas de doute là-dessus. Donc, 4 étapes: ingestion, stockage, calcul et consommation. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme outil classique pour ces 4 étapes d'un projet de data au sens presque large, hein, pas forcément que de machine learning, mais on va trouver par exemple des notebooks pour écrire du code. On va utiliser des datasets. Ces datasets figureront peut-être sur ce qu'on appelle un data lake ou dans des bases de données, donc comme matière première. Le compute aura pour objectif de produire ce qu'on appelle un artefact ici, alors plus spécifiquement dans le cadre du machine learning supervisé, donc vraiment un modèle de machine learning, donc qui est ce qu'on va appeler un binaire sérialisé. J'y reviens juste dans la diapositive d'après. Requirements, si vous avez pratiqué un peu du R, du Python, ce type de langage dédié à la data science, vous savez qu'à un moment, il faut faire venir des librairies, des modules, des packages, comme on veut, supplémentaires. Forcément, ces packages qu'on a utilisés au moment de l'entraînement, il faudra qu'ils nous suivent quand on sera dans l'environnement de production. Et ce qu'on appelle les requirements ici, ce sont vraiment cette liste de packages indispensables pour notre code. L'exposition, la consommation va s'appuyer ici sur une approche technologique qui est l'image Docker. Donc voilà 4 piliers, 4 technologies finalement qui vont soutenir notre approche en 4 temps. Et bien sûr, parce qu'on est déjà finalement quand même dans le carcan DevOps, on pensera au maximum au versionning et ensuite à l'intégration et au déploiement continu. Toute la question à se poser va être est-ce qu'on va déjà avoir cette approche de versionning, donc Git au sens large? Est-ce qu'on va l'avoir avec des notebooks? Est-ce qu'on va l'avoir même avec des data? Est-ce qu'on va l'avoir avec des modèles? Voire est-ce qu'on va l'avoir avec des images Docker? Donc vous voyez que la question, elle se pose aux 4 temps de mon étape. Si vous êtes encore un petit peu au fait ou si vous pratiquez déjà un petit peu ces approches-là, vous allez peut-être tiquer en vous disant les notebooks sur du Git. Bon, dans un notebook, vous savez qu'on mélange à la fois le code et des visualisations de sortie. Peut-être pas forcément une très bonne idée si on veut archiver, versionner ce genre de choses. Versionner de la data, oui, mais si j'ai 1 Tera de data, que je veux en faire un snapshot quotidien, ça va vite être compliqué. Donc, voilà, donc, est-ce qu'on va vraiment pouvoir versionner de la data? Pourquoi c'est important de versionner de la data? Parce que si je me pose la question de pourquoi mon modèle, il y a 3 mois, m'a rendu tel résultat, il faut que je retrouve mes données d'entraînement. Voilà. Ça, c'est une problématique assez forte. Les artefacts et ces fichiers de dépendance requirements, ça va être beaucoup plus léger. Donc, même si c'est du binaire, pourquoi pas le versionner. Et enfin, l'image Docker, là par contre, on peut revenir à nouveau sur des tailles un petit peu plus conséquentes. Donc oui, ça sera intéressant de versionner à nouveau, d'intégrer tout ça dans des chaînes de déploiement continu. Mais attention, là on pourrait très vite aussi avoir des consommations conséquentes parce qu'on a de la volumétrie là-dessous. Alors, voici de manière un petit peu plus détaillée ce que j'entends par sérialisation, donc ce fameux processus qui consiste finalement à reprendre souvenez-vous de notre équation de droite, y égale à x plus b. Cette équation de droite, elle est sûrement beaucoup plus complexe quand on est sur ce qu'on appelle par exemple une régression linéaire multiple, mais finalement, ce qui est important là-dedans, ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut enregistrer, c'est les poids. Donc ici, par exemple, dans ma formule, c'est A1, A2, etc., jusqu'à AN, et puis le dernier, le B. Et si on met tout ça dans un petit fichier, voilà, pour simplifier un peu les choses, on va créer justement cet artefact et on va
garder finalement juste ce qui est nécessaire pour notre modèle. Alors ça, c'est vraiment la vision avec une régression linéaire multiple, donc assez simple. Je vous laisse imaginer que si on est sur un réseau de neurones, vous avez des quantités de poids synaptiques, et quand j'en parle de quantité, on commence à être quasiment à l'échelle du nombre de... On tend presque vers des échelles en millions, voire milliards de poids synaptiques. Voilà, vous imaginez que c'est quand même plus complexe. Mais le principe global va rester le même. Et donc, on va mettre ça dans un fichier qu'on pourrait appeler un pickle, par exemple, en Python, un RDS en R. Mais là, on va être cloisonné sur certains langages. Alors, il y a des travaux de portabilité, comme les formats PMML, qui vont parler justement peut-être aux utilisateurs de R, ou ONNX, qui est une démarche conjointe entre Microsoft et Facebook pour trouver un format qui serait finalement propre, enfin qui serait pas propre à un framework de travail, mais vraiment partageable, en fait, portable entre différents frameworks. Une définition maintenant de ce qu'on peut appeler le MLOps. Alors, en regard d'une vision assez, à mon avis, parcellaire et réductrice du DevOps, mais au moins ça va nous aider à faire la transition. Donc, si on parle DevOps et si on insiste vraiment sur les points importants, on a cette reproductibilité du code, cette idée d'aller tester du code et d'aller déployer de manière continue, par exemple, des applications. En MLOps, vous voyez qu'on change finalement notre paradigme, il n'est plus autour du code, mais il est autour de l'objet modèle. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre dans l'approche MLOps, c'est qu'il faut se dire que le modèle est l'objet central de notre démarche. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand est-ce qu'il faut avoir de la reproductibilité? Non plus sur le code, mais sur le modèle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut être pertinent d'avoir un archivage finalement de la donnée, d'avoir un archivage de l'algorithme qu'on a fait passer à ce moment-là pour être en capacité de retrouver le modèle. Et bien sûr, on va aussi archiver le modèle. Les modèles devront être validés, testés, et ça avant d'être déployés. Qu'est-ce qu'on pourra faire sur cette partie-là? On pourra à minima continuer à enfin, regarder des métriques d'évaluation et regarder ce qu'on appellera après leur dérive, là quand le modèle sera en production. Déploiement du modèle, là on va voir finalement des étapes qui sont peut-être moins parlantes aussi pour les data scientists qui ne passent pas sur le volet engineering, parce que, ok, j'ai fini mon modèle, j'ai peut-être même généré mon pickle, par exemple, en Python, mais comment maintenant ça devient, par exemple, une API REST qui va permettre de répondre à des nouvelles données et pouvoir être intégré par des développeurs web, par exemple, à qui on fournirait juste les clés de compréhension de l'API. Ça, on va le voir concrètement juste après. Et le réentraînement de modèles, dans notre approche toujours de CI/CD, donc d'intégration et de déploiement continu, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à reproduire? C'est ce fameux modèle, mais à le réentraîner parce qu'on a peut-être de nouvelles données, parce qu'on a peut-être de meilleures approches algorithmiques, parce qu'on a peut-être un cadre différent après, enfin de nouvelles données en entrée aussi qui arrivent. Et donc tout ça va faire qu'on va vouloir boucler en fait sur cette approche de réentraînement. Et pourquoi industrialiser? Alors là, vraiment, donc pas parce que c'est un peu le concept à la mode aujourd'hui, mais parce que c'est finalement la seule manière d'avoir un véritable retour sur investissement quand on fait du machine learning, quand on a une équipe de data scientists qui fait du machine learning, il faut absolument penser l'industrialisation pour réussir à faire bénéficier de l'intelligence qui a été faite, qui a été trouvée par les algorithmes, d'en faire bénéficier tout le reste de l'entreprise. Mais ça demande bien sûr d'avoir ces contrôles de version, d'avoir de la gestion de backup, de planifier des exécutions pour ne pas se marcher sur les pieds, par exemple, dans l'utilisation des ressources ou des jeux de données, d'avoir du monitoring, d'intégrer la sécurité de l'entreprise. Est-ce que tout le monde pourra utiliser ce fameux point de terminaison de mon API REST? Non, forcément, on va demander ici des contrôles de sécurité, de l'authentification, et peut-être qu'on voudra aller déployer non pas sur des ressources cloud, mais peut-être sur du at edge, donc par exemple des petits devices. Donc tout ça fait qu'on a cette nécessité d'industrialisation. Alors qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher ici pour réussir à finalement à avoir notre bon environnement, notre boîte à outils au sens large? Là, c'est presque plus c'est carrément l'atelier complet qu'on va essayer de lister ici. Et voilà, on va aller chercher, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on va devoir avoir des outils de scheduling, de planification, des outils de stockage d'archives, en particulier pour le modèle, puisque c'est bien
cette idée que le modèle est au centre vraiment de notre approche, des outils d'exposition. Et là, effectivement, si on rentre dans une logique d'API REST, ben, c'est parfait parce qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment un standard pour travailler entre équipes, avec de la sécurité, bien sûr. Et dernier élément, il faut que notre atelier de mise en production soit capable de devenir une usine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse déployer à l'échelle de données qui vont augmenter, de services qui vont être de plus en plus consommés, voire d'algorithmes qui vont être de plus en plus gourmands. Alors, voici rapidement un schéma complet de ce qu'on met en place, on peut mettre en place dans une architecture, une approche Azure, donc dans le cloud de Microsoft, pour avoir la chaîne de bout en bout. Donc, quand je dis de bout en bout, vous retrouvez mes 4 étapes d'ingestion, de stockage, de calcul et d'exposition. Et ben, on part de la donnée de gauche, voilà, on part de la donnée brute. Cette donnée brute, par exemple, avec ce qu'on peut appeler un ELT, par exemple ici, qui a aussi un rôle de scheduler, on va faire revenir cette donnée brute au sein d'une première couche de notre data lake, qui va être notre stockage de données centralisées. On aura ici une couche brute, puisque ce qu'on veut, c'est vraiment garder toute la matière première telle qu'elle, pour avoir un potentiel peut-être d'analyse auquel on n'aurait pas pensé dès le début. Mais on va aussi très vite nettoyer cette couche, cette couche raw, et en faire une couche clean, alors, en jouant par exemple avec les formats parquets qui vont permettre d'optimiser le stockage. Alors, comment va se faire ce passage du raw jusqu'à clean? Il va se faire par exemple par du script, voilà, ou par un ETL. Mais ici, on peut rester par exemple dans des langages comme Python, R, ou aller vers Scala pour des échelles de données plus importantes. On crée ces couches, et ces couches-là, alors, soit elles vont nous permettre, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va vraiment avoir une architecture hybride. Elle nous permettra peut-être d'aller exposer de la donnée sur un mode de reporting plus traditionnel, d'avoir une sorte de BI d'entreprise qui va se faire ici. Alors peut-être supporté par un data warehouse pour des raisons après de performance ou de finesse dans la manière dont on va par exemple exposer ici des rapports Power BI. Mais surtout ici, ce qui va nous intéresser, c'est la partie du bas, c'est la partie déployer une web app, voilà, quelque chose qui va être tout simple et qui va porter nos prédictions. Prévision, pardon. Et donc ça va être soutenu en fait ici par une puissance de calcul qui peut être un cluster Kubernetes. Alors ça, c'est les outils, les briques de notre architecture qui portent vraiment le quotidien de la production. Mais pour tout ça, on va bien sûr avoir des outils de développement, donc des notebooks ou un IDE, des outils dans une approche DevOps, donc GitHub, mais aussi Azure DevOps. Je vous montrerai je donnerai un exemple de ce qu'on peut faire avec cet outil tout à l'heure. On va bien sûr monitorer et on va utiliser des outils un peu plus spécifiques au MLOps. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail forcément ici de MLflow, mais voilà, pensez qu'on va devoir stocker nos fameuses images qui portent les modèles prédictifs, et on utilisera, moi je vous montrerai là tout à l'heure, un portail qui s'appelle Azure Machine Learning qui va nous permettre d'avoir une vision complète finalement de toutes nos étapes de machine learning. Cette architecture, hop, regardez, je la change un tout petit peu ici, au niveau central, au niveau du compute plutôt, voilà, pour passer à l'échelle, ici Databricks, donc cluster Spark, qui nous permettra d'être beaucoup plus puissant sur les volumétries, d'aller utiliser justement du PySpark, du Spark R, mais ça serait aussi bien de faire du Scala directement. Et petite subtilité ici à nouveau, avec un produit soutenu par Databricks, justement, Delta Lake, qui va nous aider à affiner, d'avoir un parquet un petit peu plus intelligent, en particulier sur des snapshots ici, donc justement de l'évolution dans notre jeu de données, ce qui peut être une première piste pour voilà, le versionning de données. Alors, ce portail Azure Machine Learning, je vous disais qu'à l'instant, là, dans mon architecture, voilà, ce n'est pas vraiment une ressource indispensable à la production, mais c'est vraiment un portail au sens où ça va nous permettre de superviser tout ce qui va se passer, et c'est aussi accompagné, enfin voilà, même si on peut le télécharger à part, on peut le télécharger en local, ça reste un module Python, on va donc retrouver dans cet environnement un SDK. Moi, depuis le début, je vous parle du SDK version Python. Il existe en version R. Je ne l'ai pas testé pour le coup. Il est peut-être un petit peu moins mature. Mais voilà, les deux approches existent dans les outils fournis par Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce portail?
Ben, ce portail, en fait, voilà, va nous permettre de créer ce qu'on appelle des expériences, hein, de machine learning. Donc, tout simplement, hein, l'idée d'aller de la connexion à la source de données jusqu'au déploiement, hein, j'allais dire jusqu'au modèle, enfin jusqu'au modèle entraîné, mais même jusqu'au modèle déployé. Et donc on va utiliser cette plateforme. Alors, il y a une, non, c'est pas une coquille, mais disons, il y a eu une évolution de licence très récemment. La notion de licence enterprise vient de disparaître. Et donc tout ce qui est pipeline graphique ou interface utilisateur pour faire de l'automated ML sont maintenant des fonctionnalités standards. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport au coût que ça peut avoir. Et le coût, en 2 mots, c'est le coût des machines virtuelles qui vont vous servir à réaliser les entraînements de modèles ou l'exposition des modèles. Et ça, c'est la plateforme, c'est l'interface graphique. Mais l'interface graphique, moi, je vais plutôt vous proposer de l'utiliser comme vraiment un support après pour s'y retrouver, ou pour avoir voilà, des choses forcément plus visuelles. Mais puisqu'on est dans une approche MLOps ici, l'intérêt, c'est de coder parce que le code sera beaucoup plus facile derrière en termes de changement d'environnement, en termes de relivraison. Donc, voilà, donc on va privilégier vraiment l'approche avec le SDK Python. Ce SDK, alors il n'est pas open source, mais il est quand même, il fait partie des librairies téléchargeables dans votre environnement Python. Ça peut être votre environnement local. Vous pouvez faire un pip install et télécharger ce module complémentaire. Quels sont les objets principaux qu'on va trouver dans ce kit de travail, un kit de développement, ce SDK? Eh ben, on va trouver à peu près dans l'ordre dans lequel on va les utiliser d'ailleurs, la notion de data store. Donc le data store sera, attendez, je peut-être juste, voilà, je reviendrai à cette diapo juste après, mais le data store, ça va être l'endroit où se stockent vos données. Alors ici, on est déjà dans le monde Azure, hein, donc il faudra, par exemple, avec un Data Factory, faire venir vos données dans Azure. Il faudra absolument être soit dans un système de fichiers type Blob Storage ou Data Lake, sur une base de données managée, alors pas forcément SQL Server, ça peut être du Postgres, ça peut être du MySQL. Et il faudra, alors, et dernière possibilité hein, pour stocker les données, le file system, ce qu'on appelle DBFS, le file system de Databricks. Donc un Metastore Hive en fait ici. Donc ça, ce sont nos data stores, nos sources de données. Sur ces, on va définir ici les connexions à ces data stores et ensuite on va en fait définir les datasets, désigner les datasets qui sont à l'intérieur de ces data stores. Donc ça peut être par exemple des points de montage qui nous permettront d'aller directement rechercher les données quand on commencera notre travail de machine learning. Il nous faudra ensuite du compute, hein, de la ressource de calcul. Donc ça se matérialisera par des machines virtuelles Azure. Mais donc on aura cet objet, le compute target, qui nous permettra d'aller réaliser les étapes de préparation de données et les entraînements. L'expérience de machine learning, ici, c'est le terme pour parler de projet. Hein, voilà, on est sur un nouveau projet de modélisation. À l'intérieur de ce projet, on va peut-être, et ça j'y reviendrai parce que c'est vraiment intéressant dans l'approche, on va définir des étapes, hein, par exemple le nettoyage de données, retrait des valeurs aberrantes, normalisation des données numériques, réduction de dimension par ACP, voilà, des étapes qui sont successives, hein, qu'on a l'habitude de faire en data science, entraînement du modèle, étape de validation, tout ça, ça peut s'enchaîner, et on va parler ici de pipeline. Quand on exécutera ces tâches, on parlera de run, et l'objectif d'un run de pipeline, c'est la plupart du temps de fournir ce modèle. Alors le modèle, il va être accompagné d'un environnement. L'environnement, c'est penser à minima hein, à ces fameux modules complémentaires dont on aura sans doute besoin pour calculer tout notre modèle. L'inférence, c'est la partie où on va plutôt donc, déployer, ici la version prédictive, donc le modèle donc déjà entraîné, mais dans sa version maintenant question-réponse. Et le endpoint, c'est ce fameux point pour notre API REST qui va permettre justement d'effectuer cette interaction au travers d'un web service. Donc voilà les principaux objets de ce SDK et on va les manipuler maintenant donc pour construire petit à petit cette approche. Juste ici un petit exemple de code. Voilà, je vous dis hein, vraiment basez-vous sur les notebooks qui sont sur mon repo pour retrouver tout ça. Alors, voilà, je ne rentre pas dans le détail de l'automated ML, mais sachez que ça se fait aussi très bien avec ce SDK.
Je vais un peu vite là-dessus. Le déploiement se fera de différentes manières. J'ai juste cité la web app pour l'instant, mais ça peut, si vous connaissez un peu l'écosystème Azure, peut se faire aussi à partir d'une ce qu'on appelle une Azure Function. Et ça peut être supporté par des ressources de type ACI, Container Instance, ou bien Kubernetes en version managée. Si vous devez déployer sur une web app, à nouveau, je vais très vite, c'est juste pour que vous ayez quelques billes pour passer les étapes difficiles. Voilà un script PowerShell qui vous permettra de déployer l'image prédictive que vous aurez constituée par le code, de la déployer sur la web app. Et j'attaque maintenant donc 3 démonstrations de workflow, donc c'est-à-dire d'étapes successives pour présenter les choses, au travers d'un cas d'usage ici, d'un jeu de données qui est assez connu sur le diabète. On cherche à modéliser la variable Y, donc qui est numérique ici, donc on est bien sur un cas de régression, et on n'a que des variables numériques en entrée. Donc l'objectif ici, de trouver le meilleur modèle explicatif, prédictif ensuite de notre variable Y. Alors voilà le schéma, ce workflow, cette succession, ce processus qu'on va utiliser dans sa première version, la version la plus simple, et qui va se traduire en code derrière. Donc on va tout d'abord commencer par initialiser le workspace. Alors ce qu'on appelle le workspace, c'est la ressource justement Azure Machine Learning dans laquelle qui est en gros la coquille dans laquelle tout va se passer. On déclare une expérience, c'est-à-dire que je commence un nouveau projet. Je crée ou je référence un data store dans lequel je vais avoir, alors soit par upload ou soit par point de montage, un dataset ou plusieurs datasets. Je passe rapidement ici, on aurait pu avoir des étapes de préparation de données. On va imaginer que notre dataset est prêt à la modélisation. Phase d'entraînement, phase d'enregistrement ensuite du modèle. Et là, dans cette version simple, on pourra très facilement fonctionner avec des modèles de type scikit-learn, donc ONNX ou TensorFlow, sans forcément avoir beaucoup de code à écrire. Enfin, quand je dis beaucoup de code, c'est toute la partie de dépendance. Et on fera ensuite la partie déploiement du modèle. Donc voilà, c'est toutes ces étapes-là qui vont se traduire par du code. Donc là, à nouveau, le code est à côté, mais l'objectif est bien plutôt ici de comprendre que je vous présente vraiment le processus, les successions d'étapes jusqu'au déploiement du modèle. Une fois que notre modèle est déployé, on récupère donc ce fameux endpoint, ici, l'URI de scoring, avec une documentation Swagger, et je peux fournir de nouvelles données. Vous voyez que ça, ce sont les caractéristiques 59 ans, etc. Et puis toutes les caractéristiques d'un nouvel individu sur lequel on veut faire une prévision de notre variable Y, et on obtient ici la prévision en retour, donc vraiment avec cette méthode ici d'interrogation d'une API REST. Alors, je suis passé ici assez facilement par ces étapes-là parce que j'étais dans le cas de figure d'un modèle, on va dire, classique type scikit-learn ou TensorFlow. Si on est sur un framework un petit peu différent, on va pouvoir modifier légèrement ce pipeline, ce workflow, pardon, et utiliser ici donc notre framework de développement, mais celui-ci va nous demander en fait ici d'aller rajouter une étape qui est la définition d'une fonction de scoring. Alors à nouveau, rappelez-vous de notre Y égale à X plus B. Qu'est-ce que c'est que la fonction de scoring? C'est la fonction qui va récupérer A et B, qui va faire le produit A fois X, qui va additionner B, et qui va renvoyer Y. Voilà. Ça, c'est ce qui va être écrit dans ce score.py qui va donc porter ici notre prévision. Quand on a ce score.py, on a ce qu'on appelle un unpickle. On a serialisé notre modèle, par exemple en pickle ici. Donc il va falloir le désérialiser, il va falloir retrouver ce qu'il y a dedans, le A et le B. Et donc pour ça, on a besoin d'un package, on a besoin de la librairie qui sait faire ça. Donc cet environnement, voilà, à minima, c'est cette librairie pour aller unpickle notre modèle. Ensuite, on revient sur la création de cette ressource d'inférence, celle qui va porter le modèle, et aller déployer. Alors de 3 manières, on peut faire un déploiement local. Alors attention, c'est assez lourd parce que ça veut dire que votre laptop va devoir être en capacité de gérer un déploiement d'image Docker, ce qui n'est pas forcément évident, ou sur des ressources managées Azure. Voilà, donc retenez ici que quand on sort un peu du scénario classique scikit-learn, TensorFlow, ONNX, il suffit finalement de rajouter cette étape de définition personnelle de cette fonction de scoring. Voilà à quoi ressemble la partie
environnement, hein, donc joblib ici hein, pour justement relire le pickle, et puis des packages assez traditionnels en Python. Petite astuce ici, si je reviens voilà, juste à ce niveau-là, sur le déploiement, la question qui va se poser ici, c'est est-ce que j'ai un modèle qui est gourmand en termes à la fois de mémoire et de puissance CPU pour être exposé? Je parle bien de l'exposition ici, hein, pas de l'entraînement. Et ben, je peux utiliser je ne sais pas comment dimensionner finalement ma ressource, j'utilise à nouveau un objet de mon SDK qui est le profiling ici du modèle et qui va me permettre, qui va me faire des recommandations et me dire, voilà, par exemple, alors comme on est sur du vCPU, hein, ça peut être des chiffres, des nombres décimaux, on va être ici, par exemple, sur une toute petite configuration et c'est bien parce que si j'étais parti, moi je suis parti par exemple, par défaut sur 1 et 0,5, bah, je viens de diviser par 2 mon coût de CPU, ce qui est toujours intéressant. Donc pensez voilà, à profiler ces ressources en fait, hein, ici pour optimiser au mieux votre exposition de modèle. Parce qu'on va pouvoir travailler tout ça dans des notebooks, et ben on aura des widgets, voilà, quelques outils visuels hein, qui s'intègrent et qui vont en particulier permettre de suivre le run. Hein. Je vous rappelle, le run, c'est vraiment l'exécution de tout ce workflow. On passe maintenant à un workflow un petit peu plus complexe parce que là, jusqu'à présent, finalement, quelle a été ma seule ressource de calcul? Bah, c'était une machine virtuelle qui portait alors à la fois peut-être mon serveur ou ça a été mon environnement local, hein, mais qui devait porter quand même peut-être mon serveur de notebook Jupyter, qui devait porter l'exécution, l'entraînement du modèle et voir après éventuellement l'exécution locale du déploiement. Donc, ça fait beaucoup pour une seule machine, donc on va vraisemblablement à un moment arriver sur la nécessité d'aller entraîner sur une autre machine, voire sur un cluster de machines, une grappe, hein, d'aller entraîner notre modèle. Et donc ici, on va parler d'entraînement à distance, en remote, et on va créer ce qu'on appelle une compute target. D'autres VM, hein, pensez bien qu'il y a une VM qui exécute l'intégralité du workflow, mais qui lance des commandes et elle va piloter, elle va interroger, utiliser ici une autre ressource qui peut être même beaucoup plus importante, voire être sur des processeurs GPU éventuellement. Donc, on rajoute dans notre workflow, on rajoute cette idée voilà, de création du compute target, d'aller lancer notre entraînement et de fournir à nouveau ici la définition de l'environnement. Alors, juste avant, je vous parlais de l'environnement d'exposition, mais il nous faut aussi voilà, des packages pour la partie entraînement. Et on reviendra après dans la suite classique ici du workflow que je vous ai montré jusqu'à présent, qui est la déclaration de l'inférence et le déploiement sous forme de endpoint. À quoi ça ressemble? Voilà, cette partie importante du code. Hein. Donc, je crée cet environnement ici de calcul. Je lui donne ici mes dépendances Conda. Et j'ai la possibilité aussi, alors je vous montrerai rapidement plutôt la partie hyperparamètres, mais voilà, j'ai la possibilité d'aller choisir comment, enfin, sur ce qu'on appelle un hyperparamètre ici du modèle, hein, qui est par exemple la régularisation, bah, j'ai la capacité finalement de mettre ça comme une sorte de variable d'entrée de l'entraînement du modèle que je souhaite faire ici à distance hein, sur le cluster. On a voilà, ici une copie d'écran, alors donc pas ici d'un widget dans mon notebook hein, qui pilote mon workflow, mais plutôt on a une copie d'écran ici du portail Azure Machine Learning. Et vous voyez qu'on va retrouver, c'est en ça que je vous disais que c'est vraiment une sorte de portail d'archivage au sens large hein, de tout ce qu'on fait en termes de machine learning dans Azure. Et on va retrouver ici, par exemple, le score de notre modèle pour une régularisation de valeur 0,5. Voilà, donc ça va nous permettre vraiment de suivre nos runs, d'aller retrouver ici nos artefacts. On va avoir les images déployées, on va avoir des logs, et on va avoir aussi la possibilité d'accéder à l'artefact au modèle. On peut interagir, si vous connaissez MLflow, qui est un produit open source, voilà, sachez que vous pouvez remplacer finalement l'approche de versionning ici, de log et de versionning des modèles. Vous pouvez le remplacer par MLflow, puisqu'on a un serveur MLflow alors, qui se lance à la volée derrière. Donc voilà, c'est possible aussi si vous êtes déjà adepte de cette utilisation de MLflow.
Dans mon dernier exemple, je vous ai montré juste un hyperparamètre, une valeur d'hyperparamètre, mais effectivement, vous savez, si vous touchez un peu à cette recherche des meilleures valeurs d'hyperparamètres, vous savez que on ne peut pas les connaître a priori. Il va falloir tester des choses pour trouver la meilleure, les meilleures valeurs. Et donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle du grid search. On va faire du tuning d'hyperparamètres. Donc on va proposer toute une série de valeurs pour les hyperparamètres. Ici, j'en ai qu'un, mais je lui propose quatre valeurs. Donc ça veut dire que je vais faire autant de sous-run, on parle de child run ici, je vais faire autant d'exécutions, d'entraînement de mon modèle, et à la fin, l'objectif, c'est de conserver celui qui a les meilleures métriques d'évaluation et d'identifier comme ça la meilleure valeur d'hyperparamètre. Alors ça se fait, ça s'automatise aussi, bien sûr, et ça s'automatise avec un objet qui s'appelle ici Hyperdrive, et qui va nous permettre donc d'exécuter en parallèle, si on a les ressources suffisantes en termes de cluster d'entraînement, et avec l'idée d'aller chercher, d'optimiser une métrique principale. Ça peut être, ici sur une régression, ça peut être un score, un R2 par exemple, ou d'autres ici. Voilà la lecture justement de la sortie graphique, là, sans un widget à nouveau, la sortie visuelle de mon Hyperdrive. Et donc je vois que au fur et à mesure des itérations sur les différentes valeurs de l'hyperparamètre, j'ai augmenté ma métrique ici. Puisque là, de mémoire, si on est sur un score R2, donc on va s'approcher de 1 pour avoir, plus on s'approche de 1, meilleure est la... peut-être en allant vite, plus on s'approche de 1, meilleur est le modèle. L'avantage de cette approche Hyperdrive, c'est qu'on va avoir juste après, en sortie finalement de cette méthode, on va avoir un objet qui s'appelle BestRun et qui nous permettra justement d'aller automatiser à nouveau la récupération du meilleur modèle. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Vous voyez que j'ai pas, peut-être qu'ici aujourd'hui, là, sur cet entraînement, mon hyperparamètre est meilleur avec 0,01. Ça sera peut-être pas le cas demain sur de nouvelles données, mais c'est pas grave parce que mon workflow automatise la récupération du meilleur modèle. Hop, pardon. La notion de pipeline. Alors, et j'arrive presque à, je vais vous laisser du temps pour les questions, mais j'arrive presque à la fin, il me reste peut-être 5 minutes là pour vous donner les derniers éléments que je voulais vous présenter. Donc, le pipeline, en quoi c'est fondamental? Après, une fois qu'on a mis en place toutes ces étapes-là, en particulier donc sur la préparation de données, sur l'idée d'entraînement, de tuning des hyperparamètres et de déploiement, pourquoi c'est important de créer finalement autour de ça un objet un peu coquille là, qui va être le pipeline? Parce que déjà, on aura une approche visuelle, c'est ce qui est toujours intéressant pour suivre vraiment l'évolution, et parce que surtout, c'est ce qui va ensuite porter la notion d'ordonnancement, de scheduling, puisque l'objet pipeline sera, on pourra après réentraîner finalement le pipeline complet, et ici, par exemple, avec une sorte de cron, du coup dire que voilà, cet objet se déclenche tous les, tous les mois, par exemple, le premier jour du mois. Le pipeline, c'est aussi, une fois que vous avez créé ce pipeline, si vous connaissez un peu Data Factory, c'est aussi l'objet qui va être pilotable depuis cet ETL, cet outil qui est Data Factory, qui peut être un ordonnanceur beaucoup plus global de toute notre approche notre approche data au sein du cloud Azure. Le pipeline, à nouveau, et encore une fois, c'est toujours vraiment l'avantage de travailler avec cet outil, c'est celui qu'on va pouvoir piloter maintenant dans une approche CI/CD. Donc là, je suis passé sur un autre outil qui est Azure DevOps. Cet outil Azure DevOps va pointer à nouveau vers des identifiants de pipeline et va m'aider finalement à déployer ce pipeline entre environnements et d'aller par exemple de développement à qualification puis production. Voilà. C'est ce que vous avez un petit peu de manière synthétique sur ce schéma-là, où on exploite, on utilise ici donc l'outil Azure DevOps autour de cette notion de pipeline créée à partir du SDK. Première conclusion, et vous verrez que j'ai, après je prends les questions et j'ai 2 ou 3 diapos bonus à vous montrer. Alors pourquoi c'est vraiment intéressant d'aller utiliser cette approche de code, parce que c'est vraiment ça qui assure derrière l'industrialisation, parce que j'ai du code qui pilote l'intégralité de ma chaîne, de la data source, du data store jusqu'à l'image déployée prédictive. Vraiment toute cette étape-là, ça devient un code, et parce que c'est du code, ça sera facile à versionner, ça sera facile à tester,
plus facile, on va dire, peut-être que si vous avez voilà, des interfaces graphiques. Et puis, ça sera automatisable dans une approche de déploiement continu. Il y a bien sûr, c'est un outil assez récent, hein, il manque bien sûr des éléments. On aimerait pouvoir peut-être se connecter à des données on-premise, mais on est aujourd'hui dans le monde Azure. La data préparation se fait forcément par du code, hein, et ici par du code classique au sens de ce que vous ferez par exemple sur des data frames Pandas avec du Python. Et on peut parfois être un peu déstabilisé par l'interface de monitoring quand on commence à avoir des choses un petit peu plus poussées où on aimerait vraiment aller voir concrètement là où on peut avoir des temps disons des temps de latence, enfin, ou des longueurs dans notre entraînement. On aimerait bien aller monitorer ça de manière plus fine. Bon, voilà, c'est des choses qui vont sûrement évoluer, voire peut-être intégrer ce qu'on appelle une feedback loop, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur, au final, hein, dans son application, on lui donne une prévision, il a peut-être envie de donner son avis sur cette prévision. Voilà. Mais ça, c'est vraiment on en est au copeau de chocolat sur la chantilly, sur la cerise. Quand est-ce que c'est le bon scénario si vous voulez partir dans cette approche-là? Quand vos données sont sur Azure ou en voie de migrer sur Azure, quand vos data scientists maîtrisent bien Python, parce qu'effectivement, on est dans ce SDK, voilà, reprend des fondamentaux il faut savoir coder en Python, au moins les parties qu'on intègre dans ce SDK. Et aussi, quand vous aurez déjà aussi anticipé le management de toutes vos ressources Azure, parce qu'il va falloir, bien sûr, ici, maîtriser les coûts, ne pas laisser un data scientist allumer une grappe de GPU et la laisser tourner toute la nuit. Sinon, vous allez avoir quelques centaines d'euros de facture le lendemain. Alors, donc, moi, je vous encourage fortement à vous y mettre. On est là aussi avec Azeo et Avanade pour vous aider à industrialiser vos algorithmes. Les compétences nécessaires pour ça, avoir vraiment cette approche globale de l'architecture, d'avoir cette sensibilité au data engineering. Mais ce que je voulais vous montrer par cette approche, par ce code que vous avez pu voir rapidement, c'est qu'un data scientist qui finalement maîtrise déjà tout son code va rajouter quelques objets, les fameux objets du SDK. Ça va être à peu près toujours pareil. Et il va pouvoir presque même déjà fournir un livrable clé en main pour la partie industrialisation. Mais ça reste quand même un travail d'équipe, hein. Et surtout, à mon avis, peut-être plus qu'au-delà des compétences humaines, ça reste surtout un projet au sens budgétaire, c'est-à-dire penser même dès le démarrage, voilà, penser que, dès la preuve de valeur du machine learning, de la data science, penser qu'on va lui donner encore plus de valeur parce qu'on l'aura industrialisé. Je m'arrête là pour prendre les questions. Je vais regarder ici. Ok. Est-ce qu'il y a eu des questions en direct ou est-ce que je vous laisse les saisir si vous souhaitez maintenant? Et de toute façon, j'ai 2-3 petites diapos bonus à vous montrer si besoin. Alors, j'enchaîne sur les diapos bonus et puis n'hésitez pas s'il reste des questions et de toute façon, vous pouvez me retrouver sur la plateforme pour me contacter. Alors, chose ici importante, hein, c'est que dans la vraie vie, on a peut-être mis un algorithme en production, ok, sauf que les données d'entrée, principalement sur de la donnée humaine, hein, peut-être moins dans le domaine industriel, quoique, la donnée d'entrée va peut-être changer. Si vous modélisez l'attrition chez un opérateur téléphonique, vous n'avez peut-être pas anticipé que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité 5G. Voilà. Et peut-être que la volonté chez une personne d'être ou de pas, enfin d'avoir ou de pas avoir la 5G, va jouer sur le fait qu'elle quitte ou un opérateur téléphonique. Comment prévoir ça? C'est pas simple, mais en fait, ce qu'on peut au moins monitorer, c'est ce qu'on appelle ici la dérive de données, un data drift, c'est-à-dire s'interroger sur les caractéristiques de nos données en entrée. Donc, y égale x plus b, je suis plutôt en train de parler du x ici, cette fois-ci, et on va aller, par exemple, faire ce qu'on pourrait apparenter à des tests de moyenne, hein,
même s'il y a des indicateurs un petit peu plus poussés que ça, mais on va regarder si nos données, nos nouvelles données sont différentes, significativement différentes des anciennes données. Quand je dis anciennes données, c'est celles qui ont servi à l'entraînement. Et si on se rend compte justement que les nouvelles données qui servent à la prévision sont statistiquement différentes des données qui ont servi à l'entraînement, et ben on a un problème. Voilà. On est sans doute on a loupé peut-être une évolution de nos données. Donc ici, ça va être important de refaire un entraînement, etc., de relancer le pipeline complet, mais il faut le détecter. Et donc ça peut se faire aujourd'hui avec une ressource en fait ici qui va quasi en temps réel, alors, peut-être le terme n'est pas bien choisi, mais enfin, disons de manière continue quand on aura l'algorithme en production, qui va superviser cette dérive de données. Deuxième bonus que je rajoute, et pourquoi je rajoute ce bonus ici, parce qu'en fait, c'est des options que vous allez pouvoir intégrer dans toute cette plateforme Azure Machine Learning. Ok, c'est super d'avoir fait un modèle de machine learning, c'est super de porter maintenant ces prévisions et qu'elles soient accessibles, par exemple, avec une API REST. Sauf qu'en fait, on ne sait pas très bien expliquer la prévision. Et ça devient de plus en plus fondamental, ne serait-ce que pour des contraintes législatives. Il va falloir on peut avoir des utilisateurs qui vont se retourner contre la prévision et dire mais ok, vous m'avez refusé d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, pourquoi, sur quelle raison, sur la base de quelle raison, et là il va falloir détricoter l'algorithme, et si c'est un réseau de neurones avec des millions de poids synaptiques, ça va être très compliqué. Alors heureusement, c'est un domaine qui aujourd'hui évolue beaucoup et qu'on appelle l'explainable AI. Je vous ai listé là quelques méthodes disponibles, disponible ici sous le SDK Python. Et donc, on va pouvoir intégrer cette interprétation du modèle. Alors, par exemple, une fois qu'on a fini l'entraînement, on va travailler à son interprétation. Si je vous donne quelques exemples concrets ici. Donc, souvenez-vous de notre cas pratique. On modélise une variable Y qui est un indicateur de diabète en fonction d'une dizaine de variables numériques. Et bien ici, je vais obtenir des scores d'importance de mes 10 variables numériques dans la constitution, la modélisation du Y. Voilà. Et donc elles sont ici classées. On voit que l'âge, voilà, par exemple, l'âge n'est pas la moins, pour le coup, la variable la moins discriminante dans cette approche. Donc voilà, deux éléments importants, cette monitoring de dérives de données, explicabilité des algorithmes, et tout ça, voilà, disponible aussi au sein de cette plateforme. Allez-y pour les questions, toujours sur le chat, et je vais juste peut-être pour finir ça, vous montrer voilà le portail, ce fameux portail Azure Machine Learning dont je vous parlais, donc qui dispose de plusieurs approches, une approche graphique, voilà, intéressante pour ce qu'on pourrait appeler les citizen data scientists, donc des gens qui ne doivent pas forcément coder, mais qui savent comment on peut construire un modèle, si on leur met à disposition des briques symbolisant les différentes étapes, ils vont réussir à se débrouiller. Attention, cette approche-là ne permet pas de rentrer vraiment derrière dans l'approche MLOps, mais en tout cas, ça permet déjà de faire des choses. Le calcul, les ressources, voilà, vous voyez qu'ici j'ai une machine virtuelle donc, qui porte un Jupyter Lab ou un RStudio d'ailleurs, pour pouvoir commencer moi à écrire mon code. Mes data stores qui sont définis ici, qui pointent sur des ressources Azure. La possibilité, alors ça, j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi la possibilité de labelliser des données de type image, ce qui peut être intéressant sur des scénarios de détection d'objets ou de classification d'images. Les datasets enregistrés et versionnés. Voilà, donc là, à nouveau, on trouve notre idée de versionning du dataset. Attention toutefois, s'ils ont des volumes importants, ça va être quand même... ils sont stockés, ils sont dupliqués donc physiquement. Donc attention à vos volumétries par ici. C'est pour ça que je vous conseillais plutôt, par exemple, l'approche Delta pour ce genre de choses. Le monitoring dont je vous parlais à l'instant sur la dérive des données, la définition des pipelines, l'historique des runs, la définition, l'archivage des modèles à nouveau
un versionning ici à disposition. Et le fait de retrouver les endpoints, donc les points de terminaison qui actifs ou inactifs, qui vont nous permettre derrière d'interroger les données. Donc vraiment, ce portail, voilà, il a pour but de nous permettre de retrouver tous nos éléments, même si on se basera vraiment plutôt sur le code, hein, comme vous retrouverez ici dans ces exemples de notebook, sur ce code pour piloter le côté industrialisation du machine learning. Pas de questions? Je vous rappelle, hop, je vais juste terminer sur cette diapositive. Hop, voilà. Hop, donc nos contacts à Azeo. Je vous ai mis l'email de mon collègue Fabien Fabien Dato qui s'occupe beaucoup de toutes les parties architecture des architectures cloud. Et je vous rappelle, hop, juste le GitHub. Je vais terminer là-dessus. Hop, GitHub. github.com, méthodidacte, le repo AzureML. Voilà, et vous retrouverez les datasets et des notebooks pour vous aider à prendre en main ce SDK. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée au Salon de la Data. Je serai pour ma part avec Jean-Pierre Georgin à 17h dans une autre salle pour vous parler self-service BI. On change complètement de sujet, et gouvernance. Voilà. Bon appétit à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, Monsieur Péton. Je vais arrêter le live pour cette conférence. Bon appétit à tous.